2 ateliers l'après-midi. Et nous sommes dans l'atelier 1, enseignement supérieur, financement, gouvernance et gestion. Donc comme vous l'avez vu, pour la matinée, c'est plutôt des problématiques généralistes. Le déroulement de l'après-midi, c'est de parler avec plus en détail des problématiques de l'atelier numéro 1. Et idéalement, c'est sortir ou ressortir avec 2-3 propositions à la fin de l'atelier. Remercier également les organisateurs de la table ronde, Emile Dahieni et Bilal Bouraoui. Je ne fais que modérer cette table ronde. J'espère qu'on arrivera à la clôturer en 1h30. On se réserve une première partie de cet atelier pour une présentation de nos aimables conférenciers. On va parler de la problématique enseignement supérieur, financement, gouvernance et gestion de manière généraliste dans un premier temps. Et puis on démarrera ensemble une session questions-réponses avec vous pour qu'on puisse coller plus exactement à vos attentes. Alors, permettez-moi dans ce premier tour de table de présenter nos chers conférenciers, que je remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je commence par ma droite. Alors, c'est Tahar Ballakh, qui est ex-directeur Subcom et PDG de l'Université Esprit. À l'extrême droite, mais plus à droite, je vais dire Simouaz Zadjouk, qui est enseignant-chercheur à l'IAE, chargé de recherche à l'IPA et directeur général de Format Pro. Merci, Simon. À ma gauche, Simon Ben Ayed, qui est PDG de Tunisie Micro-Informatique, TMI, pour les spécialistes et les technophiles. Et puis, à sa gauche, donc, ici, Abdelaziz Souaili, qui est professeur d'économie à l'IHEC Carthage. Bienvenue à tous. Je répète comment on va fonctionner. On va faire un premier tour avec 2-3 minutes de présentation sur de nos chers intervenants avec présentation du thème qu'ils ont choisi dans le cadre de notre problématique générale. Et puis, quelques questions-réponses et la parole sera passée à la salle exactement à 16h, donc dans une trentaine de minutes, pour essayer de clôturer cet atelier dans les temps, c'est-à-dire à 16h45. On commence à ma droite, Sitar. Alors, une présentation rapide du parcours et un premier mot sur l'enseignement supérieur, le financement, la gouvernance et la gestion. Merci Sylvie. Je me présente, donc je suis professeur d'enseignement supérieur à la retraite. J'ai eu la chance d'être dans l'enseignement supérieur public pendant 40 ans. Quelques-uns d'entre vous n'étaient pas encore nés, parce qu'en 1963, j'étais déjà préparateur à la faculté des sciences. Et j'ai vécu donc toute la vie de l'université à partir de sa licence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et lorsque l'âge de la sénilité nous a atteint, c'est-à-dire 60 ans pour les professeurs d'enseignement supérieur en Tunisie, je devais aller en principe revenir à mes montagnes pour pouvoir monter un troupeau de moutons. C'est mon origine, je suis plutôt paysan. Je n'ai rien à voir avec tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais il y a un esclavagiste qui s'appelle Mohamed Diaw qui m'a dit non, on ne va pas te lâcher comme ça, avec toute ton expérience, puisque l'enseignement supérieur privé maintenant a quelque chose à dire, là tu vas nous faire bénéficier de ton expérience. Et du coup, depuis 6 ans, j'ai le titre de vendeur de diplôme de l'enseignement supérieur, et je vais vous raconter un peu cette aventure des deux côtés du manche, du côté du public, pour lequel nous nous sommes bagarrés comme tout citoyen doit le faire, et ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'attrayant dans ce secteur privé que je hais de tout mon corps. Voilà un peu l'introduction de ma conférence. Évidemment, si il s'agit de l'enseignement supérieur, de l'éducation et du financement, s'il n'y avait pas les deniers du public, c'est-à-dire du contribuable, je n'aurais pas eu la chance de pouvoir faire toutes les études que j'ai faites, qui sont les plus longues
qui puisse exister dans un cursus universitaire. Donc, en ne payant aucun centime, aucun billet. Et nous sommes une génération d'enfants bénis. Vous allez voir tout à l'heure que nos enfants ne peuvent pas dire la même chose que je suis en train de dire. L'enseignement supérieur en Tunisie a vu le jour le lendemain de l'indépendance. C'est exclusivement l'État qui a l'autorité de pouvoir monter tout le système éducationnel du pays, du primaire jusqu'au supérieur, avec cette donnée, tout citoyen a un droit absolu à cette éducation, aussi longue soit-elle. Et le financement il est fait à 100% par le contribuable. Je ne veux pas dire le mot enseignement gratuit, parce que rien n'est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et nous n'avons pas payé. L'enseignement n'était pas pour autant gratuit. Donc il y a un financement qui se faisait par l'État, par l'intermédiaire de nos impôts. L'éducation, vous le savez, ça a été le secteur vital de la Tunisie. On l'a demandé l'indépendance, donc on a misé tout sur le système éducatif. Et à l'époque, plus de 25% du budget d'État passait donc pour l'éducation, et même au début, c'était même plus de 30%. Les 30% d'un budget d'un pays pauvre, c'est beaucoup pour le budget, mais c'est peut-être pas suffisant pour pouvoir faire un enseignement de la qualité qui est souhaitée par le monde international. Ce financement donc, qui se faisait par l'État, ça a permis de créer un système qui tient très bien la route depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Tous les élèves qui avaient un bachelier avaient un droit absolu d'avoir une place à l'université. À notre époque, comme on n'était pas très nombreux, donc on avait les choix qu'on souhaitait. Puis depuis les années 70, comme on devenait un tout petit peu nombreux à avoir le baccalauréat, donc nos jeunes, nos enfants ne pouvaient plus aspirer à avoir la spécialité qu'ils souhaitent. Et donc le système de rotation est arrivé pour le pays. Et vous allez voir que ce système de rotation, qu'est-ce qu'il a impliqué dans le financement du système éducationnel. À l'échelle internationale, aujourd'hui, il y a une énorme bagarre qui est développée, et cette bagarre tourne autour du savoir, qui est devenu le bien le plus précieux de grande puissance, et qui est devenu l'atout et le levier numéro 1 du développement économique des pays les plus développés. Et tous les pays qui n'ont pas un système éducatif performant sont la vie. Et nous avons des exemples devant nous, lorsqu'on voit à peu près la majeure le plus grand nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, vous savez que c'est un système qui est totalement écrasé, puisqu'ils n'ont pas de système d'excellence qui arrive pour l'enseignement supérieur. Et comme ce bien précieux est devenu un bien marchand, ben c'est devenu donc un bien qui fait gagner beaucoup de moyens financiers, mieux que beaucoup de secteurs industriels pour certains pays. On a des cas à voir, si vous voulez faire des études aux États-Unis, quel coût ça a. L'autre jour, je voyais le conseiller culturel de l'ambassade des États-Unis, il m'a dit voilà, moi j'ai fait un emprunt bancaire. Et aujourd'hui, je suis en train de payer plus de 30% de mon salaire pour rembourser le prêt que j'ai eu pour pouvoir faire mes études. Ces choses-là n'existent pas en Tunisie, heureusement pour nous, mais nous allons voir quelle est la conséquence, justement, lorsque le financement n'est que public, qu'est-ce qui est arrivé donc, à cet enseignement supérieur. Notre université, lorsqu'on avait monté le lendemain de l'indépendance, on a fixé un objectif bien précis. Le cahier de charge, c'était l'université doit former des jeunes Tunisiens qui maîtrisent de façon parfaite la grande science, charge à l'entreprise de partir de cette grande science pour pouvoir apprendre le métier donc, à nos diplômés.
Et pour cela, donc, qui devait faire cette déclaration? C'est des enseignants d'un certain profil. Donc, c'est des chercheurs qui sont sélectionnés exclusivement par la recherche. Et ces enseignants-chercheurs donc, sont formés par une grande activité par la recherche. Et ça a des financements terrifiants. Jusqu'en l'an 2000, tout l'enseignement supérieur labellisé et reconnu par l'État était financé exclusivement par le budget de l'État. Comme on était devenu un peu plus nombreux qu'on était donc, dans l'indépendance, les bailleurs de fonds qui nous donnent de l'argent, parce que nous devons investir pour cet enseignement, on dit donc à ceux qui gouvernent notre pays, vous ne pouvez plus continuer à avoir la prétention de donner un enseignement entre guillemets gratuit pour tous vos enfants. Surtout que les bacheliers deviennent très nombreux, il va falloir que vous trouviez autre chose, d'autres sources de financement. Et autre chose, évidemment, c'était d'ouvrir cette activité pour le privé. La loi de création de l'enseignement supérieur privé a eu lieu en 2000, et cette loi, elle autorise les privés, avec un statut qui est strictement commercial, de pouvoir opérer dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc de délivrer des diplômes qui sont délivrés moyennant le respect d'un cahier de charge contrôlé par l'État. Et depuis cette date-là, il y a une petite fracture qui commence à apparaître un peu auprès de nos enfants. Donc, puisque cet enseignement supérieur privé n'est financé que par l'étudiant, vous comprenez que cet enseignement ayant un coût, si ce coût n'est supporté que par ces jeunes, que ce coût n'est pas du tout à la portée de tous les jeunes tunisiens, le résultat c'est que ces institutions privées sont des institutions qui sont réservées pour les enfants de familles qui ont ces moyens financiers pour pouvoir les payer. Cette fracture, moi j'estime de mon point de vue, c'est une fracture très préjudiciable à plusieurs niveaux. Très préjudiciable parce que l'équité qui existait entre les jeunes tunisiens disparaît. Et je vais vous dire pourquoi elle disparaît. Aujourd'hui, comme nous sommes 400 000 étudiants pour l'enseignement supérieur public, et que pour l'enseignement supérieur, il y a à peu près 7% du budget de l'État qui est alloué à cette activité, la qualité commence à faire défaut pour certaines formations. Et du coup, donc, l'espoir de tous les Tunisiens, c'est que le privé, tel qu'il est conçu, pourrait peut-être faire face à ce déficit de qualité. Le problème que je vis maintenant de l'autre côté du Manche, du côté du privé, ce statut qu'ils nous ont donné, qui est un statut de commerçant, de vendeur de diplômes, ne s'accommode pas avec l'activité de l'université. Les activités des universités privées des pays développés, vous le connaissez tous, ils coûtent horriblement cher. Mais jamais il n'y a de dividendes distribués par les propriétaires. Tout l'argent qui arrive, c'est plus pour pouvoir supporter la bonne qualité de la science, et non pas pour conforter la poche des promoteurs. Or, la réalité de notre enseignement supérieur privé, c'est plutôt le deuxième aspect qui est visé. Le deuxième aspect, je vais vous donner des chiffres. Même pour les encouragements de l'État pour ce secteur d'enseignement supérieur privé, parce que l'État a dit, si je veux que cet enseignement ait des moyens, on va décréter des moyens. Alors les moyens qui sont décrétés par le public, c'est un encouragement, comme pour l'activité du tourisme par exemple. Si nous construisons des bâtiments pour l'enseignement supérieur privé, nous avons 25% du coût des bâtiments qui sont donc distribués par le budget de l'État. Si nous recrutons des enseignants en plein temps, 25% du salaire, ça provient de l'État. Si nous achetons du matériel didactique, 25% provient de l'État. Nous sommes exonérés de la CNSS pendant 5 ans, renouvelable une fois. Nous sommes
nous avons un terrain au dinar symbolique. On nous donne un terrain pour pouvoir construire cette université. Donc ce sont des moyens énormes qui sont attribués aux promoteurs. Et j'insiste très fort sur l'attribution, c'est aux promoteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous construisons, nous achetons, donc le promoteur peut avoir de l'argent. À la limite, si son affaire ne marche pas, il peut reconvertir son affaire et avoir bénéficié de dîners de contribuables. Fort heureusement, jusqu'à maintenant, l'État n'a distribué aucun millime de tous ces avantages. Donc, c'est sur le papier, dans les textes. Et moi, personnellement, dans mon entreprise, donc, on a dépensé un budget énorme. Et jusqu'à maintenant, je suis en train de courir dans l'administration qui est, vous le savez tous, elle est mauvaise joueuse. Un poste de formation qui soit à la mesure de leur ambition pour être qualifié. Cette punition, elle est 10 fois plus terrifiante pour ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir venir dans nos établissements, si ces établissements sont jugés comme étant des établissements de qualité, entre guillemets. Tout ça demeure comme un point d'interrogation sur la qualité de l'enseignement supérieur, puisque nous sommes commerçants et que nous devons quand même gagner un peu d'argent, et que nous sommes des êtres humains. Alors, entre nous, le curseur du profit, est-ce que je le mets au profit de ma poche en tant que promoteur de cette activité, ou du côté de la science, ce qui serait le cas. Alors, ce coût de formation de 500 dinars, lorsque vous voyez dans le public cet ingénieur combien il coûte au contribuable lorsqu'il est à limite, c'est en deçà du coût payé par le public. Alors, si nous avons la prétention, avec ce coût-là, de gagner de l'argent et de faire de qualité mieux que le public, vous comprenez que ne faut pas passer autrement que pour les charlatans. Parce que, comme on l'a dit ce matin, la qualité demande des moyens, et si ces moyens nous font du faux, on ne pourra être que de vrais vendeurs de diplômes. Cet enseignement supérieur privé, on aurait pu avoir une loi un peu plus sociale, à la limite, puisque le privé a quelques vertus, on aurait pu peut-être autoriser des créations avec le statut de fondation. C'est interdit au privé. On ne peut pas être une fondation. On ne peut être que dans cet aspect-là. Et la conséquence de tout cela, c'est ce système de l'enseignement supérieur tunisien qui est vu à l'international, sa qualité, et lorsqu'on veut zoomer pour savoir quelle qualité nous sommes en train de fournir, parce qu'il y a des standards internationaux, à ce moment-là, la gouvernance qui permet de pouvoir mesurer la qualité de l'information, mais cette gouvernance, elle fait défaut dans ce pays. Puisque l'enseignement supérieur public, il fait de l'enseignement et il s'auto-évalue, et à vous de vous accommoder avec ce qu'ils sont en train de vous donner. Si vous n'êtes pas content, c'est que kiff. Et donc, il n'a aucune instance indépendante de l'enseignement supérieur pour pouvoir venir juger de la qualité de la formation, de la qualité des institutions. Et c'est pire pour le privé. Puisque qui contrôle l'enseignement supérieur privé? C'est son concurrent, qui est l'enseignement supérieur public. Et qui n'a tendance que de le rabaisser, pour le faire paraître que réellement pour le besoin de genre. Pour peu qu'on fasse quelque chose qui sort de l'ordinaire, nous sommes empêchés. Ça gêne tout le monde. Ça ne peut pas être fait que par la chose publique. Voici un peu le problème de la gouvernance. Qu'est-ce qui fait aussi des défauts un peu dans l'établissement enseignement supérieur public? Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est la chose publique. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les établissements d'enseignement supérieur qui sont en charge de pouvoir nous donner ce produit, la direction de ces établissements, elle est pratiquement autonome. Ils agissent avec leur budget en fonction d'un cahier de charges et ils sont jugés après par la qualité de leurs produits. La Tunisie, non.
c'est le directeur de l'UNIT, par exemple, il ne peut pas dépenser un millime s'il n'a pas 36 000 signatures qui viennent de tous les administrateurs qui n'ont rien à voir avec l'enseignement supérieur. Et donc, on le tient pour responsable de ne pas former de bons gens, et on ne lui donne aucune autorité de pouvoir utiliser les moyens financiers et faire en sorte que son établissement puisse avoir cette autonomie de réaliser les projets qu'ils essaient de faire. Donc, la gestion elle-même, elle est bancale. On ne peut pas prendre une personne, on lui met 100 kg au pied droit, 100 kg au pied gauche, et on lui demande de faire du 100 mètres en 10 secondes. Ça ne peut pas se faire. Et donc, l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur qui est inexistante, et à mon avis, en tant que citoyen, c'est le salut de l'enseignement supérieur qui permettrait à ces établissements de jouer leur rôle. Quant à l'enseignement supérieur privé, nous n'avons qu'un seul salut, c'est l'entreprise. Si l'entreprise nous juge par notre produit que nous sommes incapables, nous savons quel est le résultat, c'est que nous allons fermer notre entreprise. Heureusement que ce juge maintenant est là pour pouvoir savoir est-ce que nous gérons pour leur compte ces institutions comme ils le souhaitent ou nous sommes réellement devant notre diplôme. Voilà un peu la réflexion que je voulais vous donner à partir de ma double expérience, aussi bien du côté du public que du côté du privé. Merci beaucoup. Si vous voulez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait le tour un peu du sujet public, privé. Alors, je passe la parole à Simoise et Julie. Et bien particulièrement, je pense que là, on va faire plutôt un focus sur la partie en 5 minutes, Simoise, à un premier tour d'horizon, avant de passer la parole au reste des invités. Merci beaucoup aussi. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la TUJ, puisque la TUJ aujourd'hui fête ses 20 ans. Sans micro. Voilà, et puis c'est un honneur de participer d'une façon continue, d'une façon assez fréquente et assez soutenue au forum de l'organisation de la TUJ. Moi, c'est un petit peu mon 5e forum aujourd'hui, et puis je participe même aux éditions de Paris, puisque je suis entre Paris et Tunis. À Paris, on organise les forums de la TUJ le dimanche, et on sacrifie notre dimanche pour assister. C'est pas un sacrifice, c'est un joli sacrifice, je veux dire, d'assister au forum de la TUJ le dimanche à Paris, parce que vraiment on apprend beaucoup. Et puis il y a ce réseau, il y a ces relations, il y a cette connaissance, cette transmission de savoir qui est vraiment très valorisante au sein de la TUJ. Donc c'est toujours un plaisir, un honneur, et j'espère qu'on aura encore 20 ans et 20 ans et 20 ans de la TUJ, parce que c'est une association qui apporte beaucoup, mais vraiment beaucoup, au paysage économique et paysage de l'éducation, de l'enseignement, de la formation en Tunisie, du développement des compétences de nos jeunes. Donc merci pour cette invitation, et puis moi je suis un petit peu touché, ému, parce que je suis à côté de 10 millions d'intervenants. Je vais juste apporter une petite contribution, puisque j'ai mes maîtres à côté de moi, c'est L'Akhdar, c'est Abdel Zerzoueli, c'est Nour Ben Ayed dans le monde des affaires et le monde de l'entreprise. Donc ma petite expérience ne vaut rien devant l'expertise et l'expérience de ces gens-là. Donc moi, ce que je vais apporter, c'est 2 éléments, principalement. Alors, premier élément, moi j'ai une double casquette actuellement. Je suis dans l'enseignement et la recherche. Je suis enseignant-chercheur à l'IEL de Paris, l'Institut d'administration des entreprises qui fait partie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris. Et je suis